J'ai été arrêté et placé dans une pick-up de la gendarmerie et conduite à l'écho numéro 1 de Kaloum. C'est le colonel Tcheboro qui a ordonné mon arrestation. Ils ont commencé à nous frapper au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, jusqu'à destination. Le chef de poste nous a placés en centaines dans une cellule qui ne peut pas prendre plus de 20 personnes. Il a fallu un certain Damaro pour nous sortir dans cette cellule. C'est aux environs de 12 heures qu'on nous a informé qu'il y a eu massacre au stade. Beaucoup de personnes ensanglantées ont été déposées à l'écho numéro 1. Ce n'est que le soir, sur intervention de Damaro, que l'état-major de la gendarmerie a ordonné notre libération. Il nous a restitué tous nos objets. Personne n'a travaillé au 28 septembre mieux que le colonel Moussa Tcheboro Camara. Ça, c'est sa remarque, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il était au four et au moulin. Les gendarmes et civils ont tous travaillé pour le colonel Tcheboro de 8h à 10h. Ils ont tous démontré qu'ils sont à sa disposition. Lui, c'est en ce moment qu'il a été arrêté, dans les environs de 10h. Mais il s'est rendu compte que tous les gendarmes ont travaillé au service du colonel Moussa Tcheboro Camara, et à sa satisfaction. Sur procès verbal d'audition de partie civile en date du 9 juin 2010, M. Ablaye Youma Diallo, agent technique TV, demeurant au quartier Koza à l'époque, déclaré devant le pôle des juges d'instruction, citation. Après avoir été arrêté au stade, embarqué dans un camion militaire, puis transféré dans une Toyota Land Cruiser. Avec d'autres personnes, nous avons été déportés au camp Al-Faya, où nous avons été descendus devant la résidence du président Moussa Dadis Camara. Là, des bérets rouges se sont mis à nous battre. Il aura fallu l'arrivée du ministre Tcheboro avec un contingent de 2 véhicules de gendarmes pour nous retirer de là et nous envoyer à leur bureau situé à la rentrée du camp. Je signale de passage que 2 de nos compagnons étaient restés en place de suite de la bastonnade. Ça, c'est au camp et à la devanture de la résidence du président Moussa Dadis Camara. Les gens ont été malmenés là-bas, copieusement par les bérets rouges, et certains sont restés. La brigade antidrogue nous a accueillis également avec une bastonnade. Donc, quand le colonel et sa troupe sont venus les libérer des mains des bérets rouges, ils se croyaient heureux que la bastonnade allait cesser. Mais malheureusement, il dit qu'ils ont été accueillis également avec une bastonnade. Les gendarmes se sont alignés en 2 rangs pour nous accueillir avec des bastonnades, avec des coups. Au salon, nous avons été identifiés et déshabillés avant d'être dirigés dans le couloir où 2 gendarmes nous ont frappés violemment avant de nous incarcérer dans un violon. Durant les 2 jours de détention, nous avons été servis en eau à travers un robinet qui se trouvait dans notre toilette. Mais au 3e jour, malgré la chaleur, nous étions sans eau. J'ai demandé de l'eau à l'un des gendarmes en poste. Il nous l'a refusé en affirmant que nous étions là pour mourir. Il faut ajouter que toutes les fois que la garde était changée, les nouveaux nous frappaient sérieusement. Ils pouvaient nous bastonner jusqu'à 3 fois par jour. Avec la soif persistante, nous avons continué à demander de l'eau. Oui, Monsieur le Président, vous savez que même dans l'enfer, Dieu a dit que la plus grande souffrance dans l'enfer, c'est la soif et la faim. Malgré toutes les tortures, toutes les brûlures, quand ceux qui sont dans l'enfer ont faim et ont soif, ils réclament. Et Dieu leur donne, à travers ses anges, de l'eau chaude et des aliments pourris. Plus loin, il ajoute, « Je suis allé m'arrêter à côté du gendarme que nous avons croisé au dehors et qui repassait ses vêtements. Malheureusement, après le repassage, profitant de mon inattention, il a volontairement brûlé mon pied droit à l'aide du fer à repasser. » Aucune considération sur l'être humain. C'est avec cette plaie que j'ai rejoint la cellule. Entre-temps,
Le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18 h, ils nous ont sortis pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Alors là, ils étaient dans la joie. On les a rasés le crâne et on les demande quel est votre leader préféré. Ils pensaient que c'était de la joie, c'était du jeu. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe un peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. En répondant à une question du boule des juges d'instruction, M. Abdoulaye Diouma Diallo précise qu'il a été blessé au pied droit par le fer à repasser, à la tête, au dos, même mordu à l'épaule droite. Et les matraques ne suffisent pas. Il faut mordre encore les gens. Ça, c'est pour dire qu'ils boivent du sang. C'est ça la réalité. Parce que mordre quelqu'un, c'est avoir envie de son sang. C'est trop. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Bari, enseignant, chercheur, domicilié à Koloma à l'époque, celui-ci déclarait: une fois dans la rue, j'ai été arrêté par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes en destination du camp Al-Faya pour, selon eux, être fusillés. Arrivé devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Oui, Joseph Makambo était reconnu avec sa hache. Certainement, c'est lui qui l'avait donné ce coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous face au regard de 4 expatriés. Nous avons été transférés dans le bâtiment de Tchéboro. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. 73 encastrés. C'est un intellectuel qui vous parle, enseignant-chercheur. Parmi nous, il y avait de nombreux blessés par toutes sortes d'armes. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans manger ni boire. C'est aux environs de 11 h que certaines personnes nous ont offert à boire. Lorsque nous avons voulu faire la prière de 17 h, ces mêmes gendarmes dirigés par l'adjoint de Tchéboro, que je n'arrive pas à connaître jusqu'à présent, sont venus nous battre et nous proférer toutes sortes d'injures. C'est dans la même soirée que j'ai été remis en liberté grâce à l'intervention de mes enfants. Plus loin, sur interpellation rapide, il dit: les gendarmes au nombre de 11 qui nous ont frappés au camp Al-Faya relèvent du service de Tchéboro. Donc il y avait 11 gendarmes qui les ont frappés. Sur une question de son conseil, il répond qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Tchéboro et de Claude Pivy. Des tortures abominables. Lui, on ne lui a pas raconté, hein. Il a vécu les faits. Il a subi, Monsieur le Président. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012, cote 1093 de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool: mon groupe a été arrêté, frappé et embarqué dans un camion de la CMIS pour nous envoyer au camp Al-Faya Diallo. À peine on nous débarquait, le capitaine Tchéboro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires et aux agents de nous frapper et de nous enfermer. Où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol et c'est dans cette optique que j'ai profité pour prendre la tangente. Alors qu'on disait dans ma famille que j'étais déjà mort. À l'audience du 24 octobre 2023, M. Mamadou Bobo Diallo déclarait devant ce tribunal qu'une fois au stade et après que les tirs aient commencé, nous avons essayé de sortir par 2 fois.
C'est à la 3e fois que nous avons été arrêtés, frappés et embarqués dans un camion en direction du camp Alpha Yahya. Un groupe de personnes. Ce groupe-là était composé exactement de qui et de qui? Dans quel véhicule? Non, ce n'est pas possible. Les déclarations, en tout cas des parties civiles, sont concordantes sur ce point-là. Le matin, à l'Esplanade et à la Fondis, le colonel n'était pas avec un groupe de personnes. Non. Concernant le témoin Escobar, qui a déclaré que tous les hommes de colonel Tchebro étaient coiffés de bérets rouges, sauf lui. Mais aucun béret rouge relevant des services spéciaux, je mets au défi quiconque. C'est ça le procès criminel. Ça fait mal, mais c'est ça. Aucun béret rouge relevant des services spéciaux n'a été interpellé. Regardez ici, s'il y a un béret rouge des services spéciaux, il n'y en a pas. Et ailleurs, au cours de l'instruction, les personnes qui ont été citées, avant l'ordonnance de renvoi, de non-lieu partiel et de requalification, regardez dans l'ordonnance. Farimba, non, gendarme, pas béret rouge, il a été clair. Sori Kondé, gendarme, on dit non. Mais il faut représenter ce béret rouge-là ici. Ce n'est pas crédible, Monsieur le Président. Parce que il y avait beaucoup, comme il dit, il y avait beaucoup de bérets rouges. Ils étaient nombreux. Mais au moins, il n'a pas eu le courage de citer un d'entre eux ici. Moto dont on a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, mon distingué confrère Salomon a démonté pièce par pièce cette construction machiavélique. En tout état de cause, entre les images projetées ici, on a vu le colonel seul, avec un seul garde du corps, des images projetées ici, et la déposition d'un témoin non crédible, le tribunal ne tiendra compte que de ce qu'il a vu ici. Ce qu'il a vu ici. Pas ce qu'on raconte ailleurs, sans aucun élément à l'appui. Je vous ai dit qu'ils sont spécialistes, les parties civiles, le parquet spécialiste d'invention de faits. On a entendu ici, au cours des plaidoiries, ce qui n'a pas fait l'objet de débat. On dit, une remorque, on parle d'une remorque de la destruction de matériel sonore. Qui a parlé ici au cours des débats de la destruction de matériel sonore? N'induisez pas le tribunal en erreur. Ce qui aura été, la loi est claire, ce qui a été contradictoirement débattu devant ce tribunal. Ne vous réveillez pas après. Non, les débats sont clos. N'allez pas chercher d'autres faits. Ça a été discuté ici, on n'a pas parlé de remorque. Il n'a jamais été question de destruction d'un matériel sonore ici, on allait en discuter. Qui a fait, qui a détruit? Non, on n'en a pas parlé. Vous ne pouvez pas surprendre la religion de ce tribunal, très aguerri. Un autre problème majeur, faute de stratégie également. Oui, si on doit retenir deux thèmes dans ce procès, ce sont ces deux thèmes-là. Un ouvrage, professeur Tcherno Souleymane Bari, allez, ça. La question de la preuve, et cette question relative au défaut de stratégie de la part du parquet et de la part des parties civiles. Pour les parties civiles, j'avais parlé du parquet, je parle maintenant des parties civiles. Les parties civiles, voilà, ils ont même déclaré ici à tort que leur déclaration constituait des preuves. Mais depuis quand?
L'accusé dit, voilà ce que j'ai fait. La partie civile dit, voilà ce que moi aussi j'ai fait. Et on veut que le tribunal tienne compte de ce que la partie civile a dit. C'est ça une preuve? Non. C'est à lui de rapporter la preuve. Lui, il se défend, l'accusé se défend. Mais on a renversé. Continuons. L'évaluation du préjudice, ça a été un gâchis du côté des parties civiles. C'est un gâchis, je le dis à haute et intelligible voix. Préjudice corporel, préjudice matériel, préjudice moral. Heureusement que nos professeurs sont encore vivants. M. Fofana est encore là, il est vivant. Moriba Fofana. C'est très élémentaire. La responsabilité civile, quand on parle de responsabilité civile, je ne vous apprends rien. Prévu aux articles 11, 22 et suivants du Code civil, doit être située par rapport aux faits générateurs de responsabilité, aux dommages et aux liens de causalité. Le lien de causalité entre le dommage et la faute. Et en l'espèce, les parties civiles font état de préjudice. Là, on a suivi un préjudice. Pour la réparation, on demande 2 milliards par blessé. On demande 2 milliards par ayant droit. Ce n'est pas un forfait. Ce n'est pas un forfait. Les règles sont établies. Vous connaissez ces règles, mais vous faites sciemment. Ce tribunal est vigilant. Il ne cédera pas. Ces parties civiles sont dans l'impossibilité absolue d'établir le fait qui est à l'origine de la responsabilité. C'est ça le fait générateur. Mais si vous ne parvenez pas à établir, M. Sidiki Berete a été clair ici. C'est pourquoi je vous ai dit tout de suite, j'ai commencé par ça, j'ai dit bon, je vais essayer, je m'efforce. Parce qu'ils ont tout dit. Je suis en train de m'efforcer à trouver quelque chose à dire. M. Berete a été très clair. Quel est le fait qui a été à l'origine du préjudice? Fait imputable au colonel Moussa Tchebolo Kamara. Rien dans ce dossier. Il y a la liste ici. Je prends au hasard dans la liste des personnes retrouvées décédées au stade. Aboubacar Mara, feu Aboubacar Mara, par exemple, je considère. Aboubacar Sidiki Mara. Sa mort est imputable à quel accusé? Vous savez, ordinairement dans nos procès, c'est ça, on dit, bon, c'est lui, c'est telle personne, nommément citée, qui a fait ça. On demande au tribunal de le condamner au paiement de dommages et intérêts ou à tel montant comme indemnisation. Je vous donnais tout à l'heure les règles. C'est ce qu'on fait couramment. Je ne sais pas pourquoi la règle peut changer ici. Dans un procès d'une telle envergure. C'est pourquoi je dis que c'est un gâchis. Autrement dit, par le fait de quel accusé il est décédé, on ne dit pas, il n'y a pas de réponse. Pour le cas également de M. Mamadou Korkabari, c'est dans la liste au dossier, dans la catégorie des personnes reçues blessées. Quel est le fait qui est à l'origine de ces blessures? Le fait de qui? De quel accusé? Point d'interrogation. Jusqu'à demain. C'est un défi. Les parties civiles sont incapables de le dire. Et vous voulez que c'est le colonel ou le président d'Addis qui s'en charge? Pas possible. Finalement, quand on n'a pas une bouée de sauvetage, quand on n'a rien trouvé, on dit bon, c'est l'État. Mais l'État n'est pas parti à ce procès. Comment vous voulez qu'on mette ça sur la tête de l'État? Non. Il fallait appeler l'État. Là aussi, c'est un manque de stratégie. Il fallait appeler l'État à ce procès.
pour que la décision à rendre lui soit opposable. Mais vous n'avez pas appelé l'État. Vous dites non, non, comme ce n'est pas ces gens-là, à défaut, il faut condamner l'État. Ce n'est pas comme ça. C'est trop facile. C'est un raccourci intellectuel. Donc, et ce n'est pas tout. En matière civile, mon professeur est là. C'est lui qui me l'a dit. Maître Hamidou Bari, assisté de Maître Thierno Suleiman Bari. C'est eux qui m'ont dit ça. Il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité. Avec l'appui, ils m'ont dit, avec l'appui du professeur Isaac Yankouba Ndiaye. C'est eux qui m'ont dit ça. Mais on ne l'a pas vu ici. En tout état de cause, même si les conditions, je dis même si les conditions étaient réunies, je reviens là-dessus. Vous le savez, mais vous voulez, il faut qu'on le dise. Vous savez, il faut que ce tribunal soit éclairé. Mais vous voulez obscurcir les choses, cacher les choses. Hein? Non, ce n'est pas possible. L'omerta, c'est de l'autre côté, pas ici. Même si ces conditions étaient réunies, il va falloir justifier le préjudice. Et là aussi, les partis civils ont péché. Ce n'est pas un forfait. Vous savez, la loi est très claire. Il ne suffit pas, comme je l'ai dit, de dire 2 milliards par blessé. Et vous vous arrêtez là. Est-ce qu'il s'agit d'un préjudice corporel? La loi est claire. Comment les modalités de calcul de l'indemnisation, la loi est claire. Est-ce qu'il s'agit d'un préjudice matériel? La loi est claire, ce n'est pas la même chose. Le préjudice économique, non, ce n'est pas la même chose. Je vous renvoie à l'arrêt. On a tous suivi les mêmes cours. L'arrêt sur la dentelière. Hein? Préjudice matériel. Vous savez ce que ça a donné? Bon. Et c'est par individu. Chaque blessé, chaque ayant droit. Parce que ces personnes n'ont pas les mêmes situations. Excusez-moi, celui qui était marchand à Madina n'a pas la même situation que celui qui était professeur. Ce n'est pas possible. Mais vous groupez, vous voulez que le tribunal nous départage sur ça alors que ce n'est pas fondé. Vous n'avez même pas su établir qui l'a fait. Vous dites encore, voilà, vous ne justifiez pas les montants. Est-ce que c'est un manque à gagner? Est-ce que c'est une perte éprouvée? Vous ne le dites pas. Non, ce n'est pas au tribunal de le dire à votre place. Quel est le degré? Le degré, c'est déterminé par la loi. De l'incapacité de travail pour chaque blessé. Rien. On nous a appris qu'il faut un rapport d'expertise médicale. On nous a appris ça à la fac. Et nous pratiquons ça ici dans d'autres dossiers. Pourquoi pas dans ce dossier? Faute de stratégie. Les articles, je rappelle quelques dispositions seulement. Il y en a tellement à foison. Les articles 11-25 du Code civil, 155 pardon, et 486 du Code de procédure pénale sont sans équivoque. La partie civile peut demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Il faut que cela corresponde au préjudice qui vous a été causé. Mais on n'a pas... Vous dites qu'il y a tel nombre de parties civiles, vous groupez les gens. Ça, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi. Je vous rappelle la formule de la Cour de cassation qu'on nous a confiée à la fac. Je suis toujours heureux dans un procès, quelle que soit la nature du procès, quelle que soit ma position, de le rappeler. Parce que c'est une formule constante qui n'a jamais varié depuis des années à la Cour de cassation. Empruntée à René Savatier.
spécialiste agrégé du droit civil. Il a dit ceci: le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, je dis bien aussi exactement, ce sont les sciences exactes, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Et voilà. Depuis que le professeur a dit ça, la Cour de cassation ne se fatigue plus. Allez, il faut que ça soit établi, il faut que ce soit justifié. Par ailleurs, que faisons-nous des règles relatives à la table de mortalité? Le législateur n'a pas prévu ces règles pour rien. Que faisons-nous du barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun? Ça, c'est le droit aussi. Et il faut savoir le faire. En ce qui vous concerne surtout, l'échelle d'évaluation des souffrances endurées. L'échelle. Vous connaissez cette échelle. Vous faites sciemment. Monsieur le Président, on veut vous induire en erreur. Ils connaissent cette échelle-là. Messieurs les assesseurs. On dit non, dans votre décision, forfait. Non, ça ne marche pas. Les parties civiles connaissent parfaitement les modalités de l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit. Ces modalités sont déterminées par la loi. Mais oui. On ne va pas venir devant ces respectueux magistrats pour dire ce que la loi n'a pas dit. Ils ne vont pas accepter. Ils préfèrent sauver l'honneur de la justice guinéenne que de rattraper une erreur de stratégie. C'est un désordre, encore une fois. Monsieur le Président, il y a lieu pour l'ensemble des parties civiles de déclarer mal fondées leur action, les prétendues parties civiles. Faute de preuves, je dis bien, faute de preuves du fait à l'origine de la responsabilité ou du préjudice non justifié. Bien sûr, à titre subsidiaire pour certaines d'entre elles, parce qu'il y en a qui vont sauter en application de l'article 6 du Code de procédure pénale. Ils ne devraient pas figurer dans ce procès-là. Maintenant, comme c'est une logique de chiffres, oui, c'est une logique de chiffres. Nous avons aussi nos chiffres. Mais oui, nous avons nos chiffres. Nos chiffres, heureusement qu'on a quelqu'un qui est rompu, très bien, qui s'y connaît en statistique, il nous a aidés tous les jours. Oui, nous avons nos chiffres. Nos chiffres, pas les mêmes chiffres que vous, pas sur le même plan. Oui, nos chiffres par rapport à notre présence à l'esplanade et nos chiffres en ce qui concerne notre présence à la Fondis. Nous avons ces chiffres-là recueillis ici dans cette salle. Nous, nos chiffres ne viennent pas d'ailleurs, c'est dans cette salle. Tous ceux qui ont parlé, notez bien, tous ceux qui ont parlé du colonel Moussa Tchebolo Camara ont fait allusion à 99%. À 99% à sa présence à l'esplanade ou à la Fondis. Je mets quiconque au défi de rapporter la preuve contraire. C'est dans le plumitif. À l'esplanade, sur 53 personnes supposées victimes, ayant dit avoir vu l'accusé, le colonel Moussa Tchebolo Camara, à l'esplanade, 27 ont prononcé chacun un propos propre à lui. Il a dit ça cagé, voilà, on va vous tuer tous, ou si vous rentrez, vous verrez ce que vous aurez cherché. Chacun a dit ça diversement.
Donc 27 propos contradictoires concernant sa présence à l'esplanade. Et les 26 autres ont parlé à peu près dans le même sens que lui. À peu près. Ça, c'est des victimes, à peu près dans le même sens que lui. C'est pourquoi je vais profiter de l'occasion. C'est l'occasion de remercier des hommes sages, responsables. Oui, des témoins, pardon, des parties civiles, quand même, qui se disent vraiment, nous ne venons pas pour dire n'importe quoi devant ce tribunal. Non, nous n'accepterons pas. Ce que le colonel a fait, non, nous n'allons pas dire ça. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va dire. Monsieur Boubacar Al-Gassimou Diallo. Un des témoins d'ailleurs, un des témoins, journaliste, un des témoins des partis civils, qui a déposé devant ce tribunal à l'audience du 13 février 2024. On y reviendra. À la Fondis, sur 11 personnes supposées victimes, ayant dit l'avoir vu à cet endroit, 5 ont prononcé différemment un propos concernant sa présence avec les leaders. Et les 6 autres ont à peu près parlé dans le même sens que le colonel. Propos confirmés par certains leaders, parce que ça s'est passé devant ces personnes-là, devant ce tribunal-là. Est-ce que de tels propos contradictoires peuvent asseoir la conviction d'un tribunal? Non. Peuvent asseoir la conviction d'un tribunal criminel pour entrer en condamnation? Je dis non.